suis ravi de vous accueillir aujourd'hui à cette nouvelle édition de la Paris Retail Week et cette nouvelle keynote de PrestaShop. L'année dernière, Alexandre Rumi, Managing Director de PrestaShop, nous détaillait à quel point l'e-commerce était une source de résilience pour les différents marchés. À date, et selon les chiffres de l'Axel, on a plus de 60% des entreprises en France qui vendent désormais en ligne. Une vraie révolution. Cette révolution et cette crise qu'on a tous expérimentée, eh bien, elle a évolué, elle a changé. Et il y a un nouveau paradigme, comme vous le savez, qui s'est créé depuis le début d'année. Ce paradigme pousse notamment des acteurs, des e-commerçants, à envisager d'aller sur du physique. Donc on a à la fois le digital qui va vers le physique et le physique qui va vers le digital. Et l'idée qu'on a eue aujourd'hui avec les équipes marketing de PrestaShop, c'est de vous présenter deux cas d'usage. Deux cas d'usage qui nous semblent emblématiques de ce que vous allez retrouver dans l'écosystème PrestaShop. Hop. Et ce serait bien que ça avance. Hop. Merci. Top. Et donc pour ça, on va découper cette présentation, cette keynote, en deux phases. Une première phase théorique et une seconde phase qui va être beaucoup plus pratique avec nos invités. Donc dans un premier temps, on peut se poser une question assez basique, assez simple. Qu'est-ce que c'est l'omnicanalité? L'omnicanalité, vous allez me dire, bon, au global, c'est la réunion et la jonction entre le physique et le digital. Chez PrestaShop, on a une vue un peu plus évoluée que ça, et surtout qui va beaucoup plus en profondeur. Le premier point qui nous semble absolument essentiel, c'est le décloisonnement de l'information. La capacité de faire transiter, de collecter l'information, de la centraliser, de l'enrichir et de la mettre à disposition à la fois des e-commerçants et des visiteurs lorsqu'ils sont sur le site, donc pour personnaliser l'expérience, mais également en boutique, quand vous avez tout simplement un vendeur qui s'approche d'un prospect et qui va lui proposer de nouveaux articles. En le reconnaissant, vous êtes en capacité de comprendre quels sont ses actes d'achat, quelle est la fréquence de ses achats, et donc de l'accompagner, de le personnaliser, de créer une véritable expérience sur le point de vente. Donc décloisonner l'information. Le deuxième point, c'est donc de créer une cohérence. L'expérience digitale doit être similaire à l'expérience physique. Donc on doit retrouver au final un branding qui est similaire, on doit retrouver une chalandise, ou en tout cas des produits qui sont à peu près au même prix, présentés de la même façon. Bref, on doit avoir une expérience sans couture. Et quand vous passez de l'un à l'autre, vous devez, en tant que client, ne pas voir la différence. Le troisième point, c'est l'omniprésence sur les canaux. Comme vous le savez, en tant que visiteur, en tant qu'acheteur, quand vous allez contacter une marque, quand vous allez contacter un distributeur, vous attendez au final que ce soit cette marque, ce distributeur qui vous parle. Et donc, il y a un ton de voix. Il y a un ton de voix que vous voulez retrouver sur les réseaux sociaux, que vous voulez retrouver sur un service client, que vous voulez retrouver auprès du vendeur. Et ça, ce sont l'ensemble des éléments que chez PrestaShop, on prend en compte pour définir l'omnicanalité. Il y a un exemple qui nous est cher. Alors, on avait, il y a quelques instants, un intervenant de chez Decathlon. C'est notamment, effectivement, cette enseigne. Decathlon, c'est 28 sites qui sont propulsés à l'international par PrestaShop. L'expérience Decathlon, ça ressemble à ceci. Donc, vous arrivez sur la home, vous choisissez une catégorie, vous sélectionnez un produit, vous allez sélectionner la taille et derrière, entrez votre code postal. Et en fonction de votre code postal, vous, en tant que visiteur, vous allez avoir le choix. Le choix à la fois de faire vos commandes en ligne ou tout simplement d'aller chercher directement votre produit en magasin. Et pour nous, c'est ça aussi l'omnicanalité, c'est faire tomber des frontières, faire tomber des frictions pour, d'un point de vue business, aller chercher plus de conversion. Au travers de cette keynote, on va donc revenir sur 3 questions clés. On va essayer d'y répondre avec nos invités. La première question, c'est quels sont les réels besoins de vos clients? C'est une vraie question. Si vous allez lancer autant d'efforts, autant de projets, c'est pour derrière satisfaire vos clients et certes aller chercher une rentabilité, mais surtout vous assurer que les clients reviennent régulièrement chez vous. Le deuxième point, c'est comment faire évoluer mes équipes retail. Quand vous êtes un acteur physique
historique. Comment allez-vous embarquer votre réseau pour qu'ils utilisent le digital au profit de l'expérience visiteur? Troisième point, quels sont les chantiers à prioriser? L'omnicanalité, c'est quelque chose de vaste, de très très lourd, qui peut être mis en place, et donc il y a besoin de séquencer vos projets pour y arriver. Là, tout simplement, pour illustrer ces points, je vais vous demander d'accueillir et d'applaudir chaudement Martin et Benoît. Martin, je te laisse te présenter. Qui es-tu? Quelle est ton œuvre? Bonjour, du coup Martin, responsable e-commerce et omnicanal de Fago depuis un peu plus de 4 ans. Donc Fago, c'est une marque de fair fashion créée en 2009 qui ne fait pas de compromis entre direction artistique et responsabilité. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la taille du business? Carrément, donc on est 130 salariés, on fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 avec 20% de croissance entre 2020 et 2021. On a une trentaine de boutiques et environ 7 corners. Ok. Et quel est le poids du digital? 15-20%. Ok. Merci. Benoît? Ouais, moi je représente Le Petit Hapoteur. Donc Le Petit Hapoteur, c'est un site de cigarettes électroniques en ligne. On est leader en France. Le chiffre d'affaires du coup Petit Hapoteur, c'est 100 millions pour le groupe, dont 90% en ligne. C'est pour ça que tu es timide. C'est pour ça que je suis timide, ouais. Du coup, moi pour ma part, je suis responsable de toute la partie informatique chez Le Petit Hapoteur. Donc CTO pour les intimes. Pour les intimes. Pour la ok. Donc on va avoir aujourd'hui deux visions. Une vision à la fois métier, web marketing, et une vision technique. Et c'est ces deux visions qui vont vous permettre, et nous permettre ensemble, d'avancer sur ce sujet de l'omnicanalité. Benoît, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le contexte, sur la mise en place de l'omnicanalité chez Le Petit Vapoteur? Ouais, alors à l'origine, Le Petit Hapoteur, c'est un pure player. Donc le site a été créé en 2010. La première boutique a été ouverte 3 ans après, en 2013, à Cherbourg, juste à côté de l'entrepôt, dans une logique de croissance naturelle. Et puis aujourd'hui, maintenant, on a 40 boutiques. On est 270 salariés. Donc la moitié à peu près en shop, la moitié sur le site. Voilà un peu pour le contexte. Les 40 boutiques, c'est uniquement en France? Uniquement en France, ouais. Ok. Tout à fait. Donc après, pour mettre en place l'omnicanalité, donc comme tu disais, il y a 3 questions à répondre. Ouais. Le besoin client. Déjà, c'est ça. Quel était-il? Le besoin client, en fait pour nous, on est sur un achat pour arrêter de fumer. Donc il y a une grosse notion d'addiction où la nicotine fait vendre. C'est un peu notre chance. Et du coup, la récurrence entraîne pour nous de la fidélité et comment travailler les points de fidélité. Donc, dès le départ, pour nous, un compte client devait être à la fois en shop et en ligne. Pour ne pas faire de différence, quand le client vient acheter quelque chose en shop, il doit pouvoir retrouver pour nous ses points de fidélité en ligne et inversement. Donc, il y a une question de disponibilité de vos produits auprès de votre audience. Ouais, c'est ça. En plus, les produits sont disponibles sur le site et en boutique. Et puis après, on peut voir un exemple, je crois, sur la slide après. Voilà, un peu comme on a géré, nous, l'omnicanalité. Une partie de l'omnicanalité, donc en fait, pour répondre un peu à la deuxième question, donc la troisième question, même là, je passe, comment ça a été mis en place? Donc c'est le click and collect, donc en fait, un peu comme tout le monde, je pense, post-Covid, post-premier confinement, on a mis en place la livraison en boutique. J'aurai une petite astuce à te partager tout à l'heure sur ça. Mais voilà, donc c'est aussi un moyen pour nous de communiquer facilement sur ce qu'était où sont nos boutiques, où elles sont placées en France. Et du coup, pour répondre à ta deuxième question, comment on a abordé nos équipes? En fait, tout simplement en travaillant avec elles. C'est elles qui ont créé leur propre outil. Donc on en parlera tout à l'heure, mais nos équipes, tous nos devs sont faits en interne. Et du coup, on a vraiment construit nos outils avec nos équipes pour partager, pour qu'elles passent le plus de temps possible avec le client, pour créer une vraie valeur pour le client, et non pas passer du temps, par exemple, à gérer du stock, faire des tâches répétitives tous les jours. Nous, normalement, notre plus-value, c'est d'aller le conseiller le client. Comment conseiller le client au mieux sur son addiction à la cigarette, comment le faire passer à la cigarette électronique, et comment arrêter la cigarette électronique. Et pour avoir une meilleure idée des équipes,
Quand tu dis nos équipes, c'est quoi? C'est des responsables de secteur, c'est des responsables de magasin, qui exactement? Ouais, c'est ça. Donc en fait, donc sur les 40 boutiques, on ne peut pas travailler directement avec elles. Ce serait trop chronophage d'aller voir chacune de nos boutiques. Donc du coup, il y a des responsables secteurs qui se partagent l'ensemble de nos boutiques. Et donc eux nous font des retours du terrain. Et ces retours terrain-là nous permettent de travailler sur nos outils. Et puis même des fois, on travaille aussi directement avec les shops. On va visiter les shops en tant que développeur pour vraiment créer leurs outils sur leurs besoins. Je propose qu'on fasse un zoom sur la personnalisation au cœur de votre expérience. À nouveau, un petit C'est ça. Donc du coup, on a voulu une expérience sur le site comme en shop. Donc là, faire l'inverse, mettre vraiment le profil boutique sur le site internet. Donc c'est quelque chose qui est très compliqué. Comment en fait personnaliser au plus le site. Pour ce faire, en fait, quand on va en boutique, on arrive avec sa cigarette électronique, on dit il me faudrait une résistance pour ma cigarette. Le vendeur va directement reconnaître le modèle et va lui vendre la bonne résistance. Alors que là, du coup, sur le site, pour arriver à ce niveau-là, en fait, si on passe par exemple par la barre de recherche, comme on voit là dans l'exemple, on arrive en fait, on voit toutes les cigarettes auxquelles on a acheté, et du coup, on nous propose directement la bonne résistance. Là où en boutique, le vendeur, comme je disais, c'est beaucoup plus simple. Et donc l'historique d'achat vient à la fois de la boutique, à la fois du site e-commerce. Vous compilez ça et après vous faites une personnalisation sur le merchandising. Exactement. Top. Merci. Martin, contexte, s'il te plaît. Alors, du coup, l'omnicanalité, en fait, il y a eu un peu un électrochoc au moment du Covid, comme pour beaucoup, où on s'est retrouvé avec à l'époque 25-30 boutiques qui étaient fermées, donc du stock qui était complètement emprisonné dans des boutiques où personne n'avait le droit d'aller, à peine les vendeurs. Et en fait, c'était aussi un peu de bon sens de se dire, avec un réseau retail qui grandit, parce que ça a quasiment doublé en 4 ans, on se retrouvait à l'entrepôt central en rupture sur en fait, des pièces qui se vendaient bien, alors qu'en fait, il nous restait des dizaines de pièces dans nos 25-30 boutiques. Et donc, ce qu'on a fait en premier, c'est d'unifier les stocks de l'entrepôt central et des boutiques. Et donc, du coup, grâce à notre OMS Proximis, dont on reparlera tout à l'heure, on a poussé ce stock unifié sur PrestaShop, et ça nous a permis en fait, de multiplier par 4 le stock disponible à la vente. Et du coup, ça induit forcément que les commandes elles peuvent être préparées du coup, en plusieurs expéditions, expédiées depuis notre entrepôt, depuis une boutique, depuis plusieurs boutiques. Donc voilà, ça a été la première étape. Et la deuxième étape, là, qui est toute fraîche, juin 2022, c'est le click and collect sur stock unifié. Et ça, c'est quoi ce nom barbare? Ah oui, effectivement, moi je peux être dedans, là-dedans. Donc, stock unifié, donc c'est la somme de l'entrepôt central et des boutiques. Donc c'est-à-dire que le client, lui, il choisit juste ses produits en fait. Après, la manière dont on le livre, c'est notre problème. Donc lui, il choisit ses produits, il veut le retirer, soit il le fait livrer chez lui, soit il se fait livrer en boutique. Et en fait, que le produit soit disponible ou pas dans la boutique, lui, il s'en fiche en fait. Du coup, une commande click and collect sur stock unifié, elle peut être livrée à partir du stock de la boutique, donc il n'y a pas de transport, on y gagne, ou à partir du stock d'autres boutiques ou de l'entrepôt central. Et ça, c'était vraiment dans la volonté de désiloter complètement les points de stock, quoi, pour vraiment offrir aux clients le plus grand choix possible. Donc, si je reprends tes points, il y a une question de rotation au final des produits, de vous assurer que le stock bouge, et puis au final de contenter le besoin de vos utilisateurs, enfin de complètement. Et c'est un gros chantier qui s'est passé notamment avec un système d'information qu'on détaillera tout à l'heure, qui vous a permis d'aller dans cette direction-là. Si on revient sur l'expérience Fago, est-ce que tu peux nous la décrire? Complètement. Donc on a fait une refonte du site pour passer sur PrestaShop.7 avec mon agence Smart Impact que je salue vivement. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment placé le magasin au cœur de l'expérience d'achat. Du coup, on peut choisir sa boutique. Là, on voit par exemple que j'ai choisi la boutique de Vannes. Et en fait, je vais avoir l'affichage du stock dès la page catégorie, mais aussi sur la page produit, dans le tunnel de paiement. Et après, les délais de livraison et de retrait se mettent à jour. Donc, on le voit qu'il y avait marqué Vannes en haut, il y a marqué Vannes juste en dessous du CTA d'achat, que c'est en stock sous 2 heures. Donc voilà, mettre vraiment l'information produit à tous les niveaux du parcours d'achat. Donc là, j'en parle comme si c'était révolutionnaire, mais pas du tout. Moi, je me suis complètement inspiré d'acteurs qui sont très bons, comme Decathlon ou la Fnac. Ok, donc pour toi, c'est vraiment les références aujourd'hui sur le marché. À l'époque, en 2020, quand j'ai fait la refonte, oui. Après, il y a sûrement des gens qui font plein de choses très bien. J'en ai cité que 2, mais ouais, carrément, pour moi, c'est des exemples.
Top. Et si on fait le zoom sur la partie uniformisation, donc c'était l'un des points que j'ai évoqué tout à l'heure, le fait d'avoir au final une marque et une expérience. Comment vous y êtes pris côté Fago? Carrément. Donc du coup, en fait, nous, dans la partie omnicanalité, une des choses qu'on matraque, en fait, c'est l'omnicanalité du message. Donc c'est communiquer sur la même chose au même moment sur tous nos points de contact. Et ça, c'est un exemple d'une opération de communication qu'on a eue en début d'année sur notre basket Alder que je ne porte pas aujourd'hui, avec des balles de tennis recyclées. Donc on voit en fait donc la homepage, une newsletter, nos Facebook ads et nos vitrines. Et en fait, ce que je n'ai pas pu montrer, c'est aussi les vitrines de nos wholesalers, nos revendeurs indépendants. Donc vraiment, quel que soit le point de contact d'un client ou d'un prospect, ils voyaient la même chose, basket à partir de balles de tennis recyclées. Et comment tu fais ça en interne? Enfin, c'est quoi la gestion de projet derrière pour assurer tout ça? Ouais, ça n'arrive pas par magie, ça. Là, c'est un super responsable communication qui est chef d'orchestre et qui pilote un Excel de planning de communication. La saison, donc là, c'était printemps-été. 2022 a été découpé en plusieurs temps forts et on se fait une réunion par mois avec les différents responsables de canaux de vente pour s'assurer que ce soit bien carré au niveau de la com. Ok. Et le fait d'avoir au final vos magasins en propre, est-ce que c'est une force pour pouvoir faire ça versus d'avoir des franchisés? Carrément, parce que du coup dans notre réseau, eux, ils sont preneurs en fait d'avoir des vitrines qui attirent le badaud et qui sont un peu sexy pour faire venir rentrer les gens dans les boutiques. Donc eux, ils les installent et comme on voit un peu sur la photo, il y a quelques balles de tennis en suspension. C'était pas super pratique à mettre en place pour eux, mais du coup ça rend une vitrine qui est super belle et qui du coup fait rentrer le client. Et en fait les revendeurs, eux aussi, ils sont preneurs de ce genre d'opération un peu sympa où en fait on leur pré-mâche le travail, on leur envoie les balles de tennis, le petit guide d'installation, le sticker. Et évidemment c'est quelque chose qui paie, mais c'est mâché pour eux. Ok. Donc vraiment, au final, une campagne de com clé en main, vous donnez tous les éléments, ils vont juste s'installer et puis après, vous relevez les compteurs. Et ouais, ce que je dis pas aussi, c'est qu'on leur envoie un pack de com, quoi. Donc les plus gros revendeurs qui ont des bases CRM, ils peuvent aussi communiquer par email avec des visuels qu'on leur a préparés et tout, ou sur leur site, ou d'une autre manière. Donc quasiment un pack presse, en fait. Quasiment, ouais, complètement. Unifier son système d'information. Alors un point qui va être ultra intéressant ici, c'est qu'on va avoir deux philosophies complètement différentes. D'une part, le full custom, d'autre part, les solutions sur l'étagère. Alors ce qu'on appelle solutions sur l'étagère, c'est tout simplement des solutions qui existent et que vous allez interconnecter les unes avec les autres. Benoît? Ouais. Du coup, nous, on a fait le choix, et en fait, le choix s'est plutôt imposé à nous via notre croissance. Tu peux juste nous rappeler les chiffres de votre croissance? Ouais, je les évoquais ce midi. En 2017, on était je ne sais plus si c'est la 3e ou 5e plus forte croissance d'Europe en entreprise. Donc on a dû faire un plus 3000% en CA en 3 ans. Ouais, bravo. Ouais. Et du coup, en fait, on est parti d'un prestat, comme tout le monde, peut-être, par facilité. C'était gratuit, c'était bien. Et du coup, en fait, on l'a fait évoluer rapidement avec des modules. Tu peux voir après quelques modules qu'on utilise, comme par exemple du PayPal ou du Checkout, qu'on peut plugger facilement pour faire de la vente, pour faire du paiement en ligne. Et puis, en fait, pour préparer nos commandes, on avait au début, comme beaucoup de marchands, c'était sur facture. On allait dans les stocks, on n'avait que quelques références. Aujourd'hui, on a plus de 10 000 références en stock. Et du coup, faire de la préparation comme ça, de tête, ce serait impossible. Vous avez combien de préparateurs? Sur des grosses journées, on peut tourner jusqu'à 100 préparateurs par jour pour préparer les commandes. Ok. Et donc vous faites ça en interne? Et on fait tout en interne, c'est ça. Du coup, en fait, pour répondre à ce besoin-là, on a créé l'entrepôt a grandi avec nous et on a créé nos propres outils pour vraiment aller chercher, faire du picking dans le stock au bon endroit. Après, une fois que ça s'était fait, on s'est dit comment on peut remplir le stock au bon moment. Donc on est venu créer nos outils, par exemple avec des PDA pour aller envoyer une alerte à un préparateur, dire va chercher le stock à ce niveau-là pour le mettre dans le bac parce que pour les piqueurs c'est vide, quoi. Donc tu as créé un ERP maison. C'est ça. Et au final, ça vous a pris combien de temps et combien de personnes pour pouvoir sortir ça? Combien de temps? C'est depuis le début, j'ai envie de dire, parce qu'en fait ça a toujours évolué. Là aujourd'hui on est 8 développeurs en interne.
pour répondre aux besoins, donc que ce soit aussi bien pour des besoins en boutique, pour répondre à leurs besoins, que ce soit pour l'entrepôt, pour continuer à faire évoluer toujours leurs outils, ou pour faire répondre aussi au site, pour faire les évolutions sur le site. Et tout ce qui est interface aussi côté boutique. Ouais, c'est ça. On fait des interfaces avec boutique. Donc là, on travaille avec Asten, qui est une solution complètement externe à PrestaShop, où là, on a une problématique de pouvoir travailler offline. Donc sans réseau, il y en a des boutiques qui ont pas, des fois il y a des coupures, donc si on a une coupure internet dans une boutique, il faut quand même continuer à vendre. Donc pour ça, on a travaillé avec Asten. Et après, voilà, on synchronise les flux, comme ça on peut remonter les ventes. On peut en même temps on aura fait un outil pour leur proposer directement les commandes journalières à faire, parce qu'ils commandent tous les jours au niveau de l'entrepôt. Et pour les livrer, donc plutôt que passer tous les jours 2-3 heures à faire leurs commandes, c'était comment optimiser ce temps-là et qu'en fait ces 2-3 heures qu'ils passent à faire la commande, comment ils peuvent les passer au mieux avec le client, quoi. Ok. Donc toi, au final, vous avez fonctionné de façon itérative. Tu as été au stock, tu leur as demandé comment il fonctionnait, tu as pris le cahier des charges, tu as développé une première version et puis après vous avez raffiné tout ça, quoi. C'est ça, ça grandit au fur et à mesure avec les besoins. Et point intéressant par rapport au retail, vous avez eu la même démarche avec les vendeurs pour vous assurer au final que ce soit un levier pour eux et non pas un frein. Ouais, c'est ça. En fait, c'est les vendeurs qui nous disent comment ils voudraient leurs outils, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et c'est comme ça qu'on va développer et améliorer au mieux leur interface. Top. Et donc, on arrive à Fago avec le système et la solution sur l'étagère. Carrément. Du coup, nous, il y a un ADN très différent. On n'a pas de dev en interne. Ça s'est jamais fait. Et en tout cas, c'est vraiment pas quelque chose dans les tuyaux. Du coup, on externalise complètement cette connaissance. Fago, c'est du coup sur le web depuis 2011, dès le début avec PrestaShop. Donc voilà, on a refait un appel d'offres en 2020. On a choisi de recontinuer avec PrestaShop pour des raisons que Benoît a déjà un peu évoquées, mais c'est français, déjà c'est important. La facilité d'intégration, et là on le voit effectivement, il y a tout un écosystème de solutions qui viennent se plugger, et pour nous c'était hyper important que ce soit facile, que ce ne soit pas un frein, mais plutôt un levier. Et du coup voilà, pourquoi Proximis? Du coup on a fait un appel d'offres pour la partie omnicanalité, et quand on l'a fait en 2020, il n'y avait pas tant d'acteurs que ça, et Proximis ont réussi à nous séduire par leur vision, le prix tout simplement, et le fait qu'on était aussi déjà qu'on était déjà intégré avec eux, voilà. Et tu te fais interrompre par le RSE. Exactement, ouais. Mais priorité au développement durable, c'est bien la vision de Fago. Donc voilà, donc on a réussi à bien intégrer Proximis avec notre écosystème existant, que ce soit notre ERP Fastmag pour les stocks ou PrestaShop pour la vente de ces stocks. Et ça nous a pris 4-5 mois histoire de lancer l'unification de stock et le ship from store. Tout à l'heure, tu parlais du choix de PrestaShop. Est-ce que le fait d'être propriétaire de la donnée, c'était aussi un choix important pour vous? Complètement, ouais, complètement. Données hébergées en France, qui nous appartient à 100%, clairement, ouais. Clairement, et dans les autres raisons du choix, dans la modularité, j'ai déjà dit, solution française, et éprouvée en fait. C'est quelque chose de robuste. On connaissait déjà en interne, notre agence connaissait aussi très bien. Et on voulait de continuer, on aimait bien la vision de la boîte, on aimait bien l'échange avec la boîte, donc avec plaisir. N'hésite pas à citer le nom de l'agence. Ouais, Smart Impact, ils sont au premier rang là. Les gars de Smart Impact, bonjour. Ouais, la roadmap elle est pleine avec eux, donc ils sont un peu charrettes. N'allez pas trop voler du temps de dev. Bon, en tout cas, merci. Et donc, deux visions complètement différentes. Une vision qui a été itérative et une vision au final qui était plutôt une vision Lego en soi, où vous allez rajouter des blocs. Et le fait d'avoir un PrestaShop, quoi qu'il arrive, qui est ouvert, qui est intégrable, vous a permis d'accélérer. On a parlé de belles choses, de choses qui se passent bien. Maintenant, l'omnicanalité, c'est pas non plus tout rose. Il y a des moments où c'est un peu plus compliqué que d'autres. Et c'est un point, je pense, qui est intéressant pour chacun de nous, c'est de savoir quels sont les points sur lesquels vous avez buté et quels sont les conseils qu'on peut retirer de tout ça. Vas-y. On avait vraiment envie de communiquer de manière hyper transparente sur les limites aussi, les faiblesses, les écueils qu'on a rencontrés. Et que ce soit pour le click and collect ou le ship from store avec l'unification des stocks, un des premiers problèmes qu'on a eu, c'est qu'on s'est rendu compte que sur certaines boutiques, on avait vraiment un besoin de formation accrue de l'ensemble de l'équipe, et ça, il ne faut vraiment pas lésiner sur ce temps-là pour que les enjeux
déjà soit bien compris, et surtout après les process soient clairs. Et nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on écoute les retours de nos équipes de vente pour améliorer soit les process, les rendre plus clairs, mais aussi les outils, comme Benoît tu le disais, pour que ce soit simple pour eux, que ce ne soit pas une contrainte, et au contraire, qu'ils comprennent bien l'importance du sujet, quoi. Et est-ce que tu as vu à un moment donné une forme de réticence du retail à utiliser l'outil digital? C'est pas l'outil digital, mais c'est plutôt quelque chose qu'on essaye de combattre en fait en incentivant nos équipes retail sur des ventes click and collect ou ship from store, qu'il n'y ait pas une question de prioriser un stock. En fait, quand une commande click and collect tombe en magasin, le produit il a déjà été vendu, déjà payé. Donc nous, on ne veut pas que le vendeur se dise « Ah non, mais le sweatshirt là en M, c'est mon best-seller, je le garde parce que ce week-end je sais que je le vends et j'aurai pas de réassort avant de l'entrepôt. » Donc nous, on a vraiment essayé de combattre ça, et ça se passe par bien incentiver les boutiques pour qu'en fait, ils n'aient pas de choix à faire en fait. Que pour eux, ça leur apporte autant d'argent, quelle que soit la vente, que ce soit une commande click and collect encaissée sur le web ou quelqu'un qui vient d'acheter en retail dans le week-end. Ok, donc communication claire et le fait de répéter constamment. Ouais, répéter, écouter, être à l'écoute, aussi améliorer l'existant. Et je pense que tout le monde aime quand on écoute son retour, qu'on en tient compte et qu'on améliore le produit sur les retours du retail. Est-ce que vous avez des rituels justement avec vos boutiques pour, je ne sais pas, aller collecter les informations, ou c'est au fur et à mesure? En fait, comme on est sur le click and collect, par exemple, sur le lancement d'un service, là, là, on l'a fait, quoi, de faire un point dédié, que c'est pas récurrent, mais de se dire, ok, là, c'est 2 mois après, qu'est-ce que vous en avez pensé, comment on peut améliorer. Et après, oui, je pense que là, pour le coup, c'est aussi quelque chose sur lequel on doit encore s'améliorer, d'instaurer un rituel sur ça, parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas, et c'est une bonne idée, donc merci, on va le faire, on va essayer. Ah, t'as bien fait de venir. Benoît, pic d'activité. Ouais, les pics d'activité, si on fait du click and collect et qu'on fait une promesse, par exemple, de livraison dans une boutique en 2 heures, il faut qu'à n'importe quel moment, la boutique soit capable de préparer j'imagine que pour toi, c'est pareil en boutique. Il faut qu'on soit capable de préparer la commande dans les 2 heures. Donc si c'est pendant les soldes pour toi ou pour nous un samedi matin où les gens sortent du marché, ils vont faire leur petite réserve, il faut pouvoir être prêt à commander en 2 heures. Donc ça, c'était nous un des points bloquants, et c'est pour ça que nous on a fait de la livraison en boutique plutôt que du click and collect, du vrai click and collect avec de la préparation en boutique, parce que du coup on sait préparer des commandes à l'entrepôt, et en fait on peut les expédier rapidement en boutique et faire directement le retrait en boutique. D'accord. Donc au final, enlever une partie du travail et puis au final profiter de la visite du client aussi, peut-être pour faire un peu d'upsell. C'est ça. Après les vendeurs ouvrent systématiquement les colis avec les clients pour leur mettre en route le matériel. En fait, notre vision du click and collect, c'est vraiment orienté sur les débutants pour aller chercher du conseil en plus et comment le vendeur peut du coup amener quelque chose en plus au vendeur, au client. Pardon. Le temps de rodage du Ship from Store. Ouais, ça c'est un vrai enjeu. Donc du coup, on lance un service qui est tout nouveau. À l'époque, quand on a lancé ça en février 2021, il n'y avait pas encore grand monde qui le faisait, ou en tout cas pas dans la même configuration que nous. Et pour que les commandes soient bien orchestrées, qu'il y ait pas que ce soit bien orchestré au bon point, qu'il y a vraiment le stock, il a fallu 3-4 mois. Pour être honnête, les 3 premiers mois, on a vu notre taux de rupture exploser. On est passé de moins de 1% de taux de rupture à 4-5% de taux de rupture à la pièce. Donc c'était énorme. Moi, je me souviens d'après-midi de confinement à passer à rembourser les clients, leur écrire désolé, malheureusement, on a une rupture de stock. Enfin voilà. Donc du coup, il a fallu un bon confinement, quoi. Ouais, vraiment. Et il a fallu faire évoluer l'outil Proximie. Je me souviens de l'avoir écrit un peu mécontent au début en disant là ça va pas, je comprends pas pourquoi il y a tant de ruptures. Du coup, en démêlant les nœuds, on trouve les causes racines, et quand on trouve les causes racines, on peut corriger. Et du coup, depuis juin, il a fallu quand même 4-5 mois, mais juin 2021, on est revenu à un taux de rupture normal à temps pour les soldes qui sont un grand moment pour nous. Donc heureusement, mais il ne faut pas sous-estimer le temps de rodage sur la bonne gestion opérationnelle du lancement d'un nouveau service de vente en fait. Et il reste le temps de développement. Et à peine 1 minute. Ouais, je vais faire très vite. Le temps de développement, vu qu'on crée nos propres outils, ça prend du temps. C'est sûr que si on prend une solution qui existe, il y a juste à la connecter. Souvent, en quelques mois, ça peut être fait, ou quelques semaines même. Nous, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois de développement, voire pour avoir l'outil complet, quelques années, je pense, pour aller au bout. On vous avait réservé les conseils. On va passer, il nous reste 30 secondes à peine. Donc si vous avez besoin de ces conseils, 1, prenez-les en photo. 2, il y a le replay. Et 3, il y a les profils LinkedIn des 2 messieurs. Donc n'hésitez pas.
Et je reviens très rapidement sur PrestaShop et en quoi ça peut être aussi le carburant de votre omnicanalité. Aujourd'hui, on a 300 000 marchands dans le monde qui utilisent la solution, dont 60 000 en France. Donc on est aujourd'hui le premier CMS en termes de volume. Et comme vous le savez, on a un écosystème ultra riche avec plus de 6000 modules qui sont à votre disposition pour le paiement, pour les performances, bref, vous savez lire la slide. Et le plus important, et le dernier point, c'est la partie intégration. Comme vous avez pu le voir, que vous vouliez faire du custom ou au final que vous preniez des solutions déjà préexistantes, PrestaShop peut se mettre au cœur de votre stack, à la fois en master ou en slave. Si vous avez des questions, on est juste à côté, c'est le gros stand à côté. On est au B07, B comme bande, 07, vous aurez compris l'allusion. Je vous souhaite une très bonne journée, merci à vous. Merci à tous. Et merci d'être venus.